Et nous passons immédiatement à l'autre trilingue et trigraphe, l'inscription de Beistoun par Philippe Heuze de l'École pratique des hautes études. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous parlerai effectivement de l'inscription trilingue de Beistoun, mais dans ce qui suit, je me bornerai au déchiffrement de l'écriture cuniforme vieux perse. Bien que d'autres personnes aient été impliquées dans des questions de détail relatives à ce déchiffrement, nous le devons essentiellement à deux personnes. L'un, du nom de Georg Friedrich Grotefend, fut alors un jeune étudiant allemand inscrit en philologie et théologie à l'université de Göttingen. En l'espace de quelques semaines, il réussit une première percée décisive dans le déchiffrement en 1802, relevant un pari lancé par son ami bibliothécaire Raffaello Fiorello. L'autre, du nom de Henry Rawlinson, fut un jeune militaire anglais envoyé en Iran en 1835 pour y assister le gouverneur du Kermanshah. Mais n'avançons pas trop et remontons dans le temps jusqu'à l'origine de l'écriture cuniforme vieux perse. Elle a été inventée dans les premières décennies de l'époque achéménide, c'est-à-dire 558 à 330 avant Jésus-Christ, et la première grande inscription en vieux perse, qui est en même temps la plus longue, fut celle gravée en 5 colonnes et 414 lignes par Darius Ier dans la paroi rocheuse de Beistoun, près de Kermanshah. Alors là, vous avez un dessin par Flandin, puis l'emplacement de la province de Kermanshah, un dessin du monument avec le relief. L'inscription vieux perse se trouve à droite en bas sous le relief. Au-dessus, vous avez la première version élamite qui a été rayée et remplacée par une seconde version en bas à gauche, et puis la version néo-babylonienne à gauche en haut. Voilà un détail du relief avec les légendes qui l'accompagnent. Il s'agit donc en réalité d'une inscription trilingue rédigée en vieux perse, élamite achéménide et néo-babylonien achéménide, et des indices concordants suggèrent que le roi des rois ait commandé l'invention de l'écriture vieux perse précisément pour cette inscription, dans le but spécifique afin de pouvoir s'adresser à ces sujets dans sa propre langue. Au cours des 2 siècles de son existence, l'écriture cuniforme vieux perse a été utilisée exclusivement dans les inscriptions royales sur des supports d'écriture solides, que ce soit sur roche, pierre ou métal. Et plus rarement, on la retrouve aussi sur des tablettes d'argile. Les textes en vieux perse cuniforme sont attestés jusqu'à l'époque d'Artaxerxès III, c'est-à-dire jusqu'au milieu du IVe siècle, mais la grande majorité date de l'époque de Darius Ier et de son fils Xerxès Ier. Souvent, il s'agit d'inscriptions trilingues provenant des 3 provinces principales, la Perside, l'Élam et la Médie, de l'Empire achéménide. Vu que le cuniforme vieux perse a apparemment été introduit dans le seul but de donner aux rois achéménides la possibilité de s'exprimer par écrit dans leur propre langue maternelle, il n'est pas surprenant que la maîtrise de ce système d'écriture et la capacité à le lire se soient perdues peu après la fin de leur dynastie. Des remarques isolées faites par les auteurs grecs contemporains, comme Hérodote ou Ctésias, nous le font également comprendre, de même que le fait que les Grecs étaient, quant à eux, incapables de faire la distinction entre les 3 types d'écriture cuniforme qui désignaient tous par le terme de lettres assyriennes. Depuis le XIVe siècle, des voyageurs européens avaient visité les ruines de Persépolis et d'autres sites, souvent sans se rendre compte de ce qu'ils voyaient. Dès le début du XVIIe siècle, le nombre de visiteurs augmente et les premiers dessins de signes cuniformes font leur apparition, comme dans le récit de voyage du patricien italien Pietro della Valle, datant de 1672. Celui-ci a également été le premier à soupçonner le caractère dextroverse de l'écriture, qui devait par conséquent être lu de gauche à droite. Environ un demi-siècle plus tard, l'ambassadeur espagnol Don Garcia
De Silva y Figueroa avait déjà fait un croquis de plusieurs signes lors de son voyage en Perse en 1612. Mais ceci ne figurait pas dans son récit de voyage, dont la traduction française fut publiée en 1667. Le récit ne contient qu'une brève description générale de la forme, je cite, triangulaire mais oblongue des caractères. Il fallait encore bien plus d'un siècle avant que l'explorateur allemand en service danois Carsten Niebuhr ne publia la première copie plus exacte d'inscriptions achéménides dans son livre intitulé « Récit de voyage en Arabie et d'autres pays voisins ». En revanche, l'intérêt pour cette étrange écriture fut finalement réveillé par les nombreuses allusions à celle-ci dans plusieurs récits de voyage. Plusieurs savants, comme le Hollandais Gijsbert Cuypers, au début du XVIIe siècle, avaient tenté en vain de déchiffrer l'écriture au moins en partie. Il avait d'ailleurs échangé sur la question avec le philosophe allemand et génie universel Gottfried Wilhelm Leibniz. Leurs efforts furent d'emblée voués à l'échec, surtout parce que les dessins sur lesquels ils s'appuyaient leurs recherches étaient pour la plupart trop imprécis et n'offraient en aucun cas un point de repère fiable. Bien que l'orientaliste britannique Thomas Hyde ait été le premier à décrire les caractères cuniformes dans une étude sur la religion perse en 1700 comme étant exactement cela, c'est-à-dire des caractères cuneiformes seu pyramidales, c'est-à-dire donc cuniformes ou pyramidaux, l'expression literae cuniatae, c'est-à-dire lettres pointues en forme d'un coin, forgée en 1712 par Engelbert Kempfer, fils d'un pasteur westphalien provenant de la ville de Lemgo, suscita un écho bien plus important dans la littérature spécialisée. Incidemment, à peine un an plus tôt, Jean Chardin, fils d'un joaillier parisien, publia la première brève inscription vieux perse de Darius Ier en 1711, basée sur les notes qu'il avait prises lors de ses voyages en Perse entre 1666 et 1681. Carsten Niebuhr, père du célèbre historien de l'Antiquité Barthold Georg Niebuhr, ne fut non seulement le premier à présenter aux experts les premières copies complètes de plusieurs inscriptions vieux perses importantes du temps de Darius Ier et des Exarches Ier, mais aussi à faire quelques observations astucieuses. Sur la base de deux inscriptions formulées à l'identique, mais avec des séparations de lignes différentes, il put confirmer l'hypothèse avancée par Della Valle, selon laquelle l'écriture doit être lue de gauche à droite. Il comprit également qu'il s'agissait en réalité de trois types d'écriture cuniformes différents. Enfin, il crut comprendre que les 42 signes qu'il avait distingués appartinssent à une écriture de type alphabétique. Plus tard, il s'avérerait que l'écriture cuniforme vieux perse est en fait un mélange d'une écriture syllabique et alphabétique et que l'inventaire des signes contient 30 caractères phonétiques, dont Niebuhr en a reconnu correctement 32, sans toutefois connaître leur valeur phonétique correspondante. À cela, il faut rajouter encore 8 logogrammes et 2 séparateurs de mots. Il n'est point exagéré de dire que les dessins de Niebuhr ont amorcé un tournant dans la recherche sur l'écriture cuniforme vieux perse. Dans un traité sur l'écriture cuniforme persopolitaine, publié en 1798, l'orientaliste Olof Gerhard Tuchsen arriva à la conclusion que les trois systèmes d'écriture, reconnus par Niebuhr, devaient correspondre à 3 langues différentes, même s'il tint à tort les 3 inscriptions pour des rapports sur les gestes d'Arsacès, le fondateur éponyme de la dynastie des Parthasacides. Il identifia en outre un signe dessiné par Niebuhr sous la forme d'un coin oblique correctement à un séparateur des mots dans le type d'écriture cuniforme le plus simple, c'est-à-dire un caractère récurrent utilisé pour marquer le début et la fin de mots individuels. Indépendamment de lui, l'évêque danois Friedrich Münther parvint à la même conclusion quelques années plus tard. Il fut aussi le premier à associer ces inscriptions aux Achéménides. Même si son identification des 3 langues fut erronée, il avait raison avec une autre hypothèse stipulant que les 3 versions avaient un contenu identique.
Il se trompa également dans la détermination de la valeur phonétique des caractères individuels, mais eut de nouveau raison sur le fait qu'un des logogrammes devait représenter le terme pour le roi. Cependant, ainsi que je l'ai précisé au tout début, nous devons le déchiffrement proprement dit de l'écriture cuniforme vieux perse à Grotefend, qui fut alors encore un jeune étudiant de 27 ans à l'université de Göttingen. 6e enfant d'un maître cordonnier, il avait rejoint l'université en 1795 et pour joindre les deux bouts et subvenir à ses besoins, il enseignait en outre le latin au lycée municipal local. Sur la base des dessins de Niebuhr et après avoir pris connaissance de l'ouvrage de Münter qui venait d'être publié, Grotefend put partiellement déchiffrer l'écriture cuniforme vieux perse en 1802. Pour réussir ce défi, il s'inspira de la méthode appliquée par un autre jeune savant prodigieux dont nous avons déjà entendu le nom, car quelques années auparavant, et grâce à leur version grecque parallèle, l'arabiste Antoine Isaac Sylvestre de Sacy avait en effet réalisé le déchiffrement des versions moyen perse et parthes de quelques-unes des premières inscriptions trilingues sassanides datant du IIIe siècle après Jésus-Christ, dont il présenta les résultats dans ses célèbres mémoires sur les diverses antiquités de la Perse à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris en 1793. Étant donné que les plus courtes de ces inscriptions sassanides contiennent principalement les noms, la titulature et des précisions de filiation sur 3 générations, grand-père, père et fils, des rois sassanides, Grotefend s'était demandé si les inscriptions vieux perses étaient peut-être également structurées selon un schéma similaire. En comparant 2 inscriptions dans lesquelles seuls quelques signes différaient les uns des autres, il en déduisit correctement que ceux-ci devaient sans doute représenter des noms de personnes. Comme Münter avait déjà identifié le nom signifiant roi avant lui, il put rendre probable le nom de Darius, de son père Hystaspe et de son fils Xerxès, grâce à sa connaissance des sources historiques. De la comparaison des 2 inscriptions, qui devaient appartenir respectivement à Darius et Xerxès, il en conclut avec raison la chose suivante. Dans les 2 inscriptions, le nom d'une première personne, bien que non identique, est suivi du même titre royal qui est cependant complété par un autre élément dans l'une des 2 inscriptions. Suit alors un autre nom qu'il prit pour un patronyme. Tandis que l'une des personnes est appelée roi, l'autre n'a pas ce titre. En poursuivant cette idée, Grotefend devina que, dans le cas de ces 3 personnes, il s'agissait vraisemblablement de Darius, dont le père Hystaspe n'avait pas été roi, et de son fils Xerxès. Partant de la forme de ces 3 noms dans l'Ancien Testament, il les interpréta, en partie exacts sur le plan formel, comme Goshtashp, Dareush et Charcha, réussissant immédiatement de cette manière le déchiffrement d'environ 1/3 des signes phonétiques vieux perses, en plus des logogrammes pour roi et grand. Alors, j'interromps un instant l'exposé pour vous présenter l'écriture cuniforme vieux perse. Donc, c'est une écriture qui se lit de gauche à droite. Les signes sont composés de clous horizontaux, verticaux ou angulaires, mais il n'y a pas de clous obliques, sauf pour le séparateur des mots. Aucun signe n'est composé de plus de 5 éléments qui, en plus, ne se croisent pas. Et au total, il y a 36 caractères phonétiques sur lesquels je reviendrai. En plus de cela, donc, il y a 5 logogrammes. En fait, il y en a 8, mais il n'y a que 5 mots. Il y a deux versions pour le nom de la divinité suprême Ara Mazda, avec en plus une forme du génitif. Et le mot Daryu, pays, peuple, est attesté aussi au pluriel, avec la forme Daryava, un logogramme pour Daryava. Grotefend, et en plus, donc, il y a les signes pour les numéros. Grotefend a résumé les résultats de ses recherches dans un rapport écrit en latin que son professeur Tuxen présenta lors de 4 réunions successives de la Société royale des sciences à Göttingen pendant l'hiver 1802-1803, et sur lequel il rapporta des extraits dans les Göttingsche Gelehrte Anzeigen, mais seulement près d'un siècle plus tard, à l'initiative du latiniste Wilhelm Meyer, dans les Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Grotefend lui-même ne publia sa découverte qu'en 1805, dans une annexe à la nouvelle édition
d'un des livres de l'historien de l'Antiquité Arnold Heeren, un autre de ses professeurs à l'université de Göttingen. Légèrement ridiculisé par certains de ses contemporains, injustement et violemment attaqué par d'autres, comme l'académicien français Antoine-Jean Saint-Martin, même si celui-ci parvint à déterminer la valeur de deux autres caractères vieux perses, Grotefend subit avant tout les critiques de ses pairs, à l'exception notable du grand Sylvestre de Sacy, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, et qui reconnaît de prime abord que son collègue était sur la bonne voie. Après avoir été capable de lire plus tard les noms de Cyrus et d'Artaxerxès, et d'avoir également correctement identifié 4 noms géographiques, la Perside, l'Aréa, la Bactriane et la Sogdiane, Grotefend tenta en outre de déchiffrer l'écriture cuniforme néo-babylonienne, ainsi que d'autres écritures, mais sans succès percutant ultérieur. D'autres avancées dans le déchiffrement se firent attendre au moins 2 décennies, car elles ne pouvaient être réalisées que de 2 manières principales, à savoir par le progrès de la connaissance des langues apparentées au vieux perse. En premier lieu, ce sera l'avestique, la langue des écrits zoroastriens, connue depuis peu grâce aux quelques 180 manuscrits que l'indianiste de terrain Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron avait ramené de l'Inde et remis à la bibliothèque du roi à Paris en 1762, et par la découverte de nouvelles inscriptions. Sans vouloir entrer ici dans les détails de chaque nouvelle avancée du déchiffrement, auquel ont participé en tout et pour tout 20 autres savants, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les derniers logogrammes pour Dieu et pour le génitif du théonyme Ahura Mazda n'ont été décryptés qu'en 1929 par Jean-François Scheil. Voilà. Mais soulignons ici encore quelques étapes importantes. Alors, j'ai écrit vous avez les noms à l'écran. Donc, l'éminent indo-européaniste danois Rasmus Christian Rask réussit à prouver l'étroite parenté entre le sanskrit, l'avestique et le vieux perse, ouvrant ainsi la voie à 2 autres sanskritistes, le français Eugène Bunoff et le norvégien Christian Lassen, à Bonn. Rask lui-même put en outre déterminer la résidence du génitif pluriel en âme en déchiffrant les signes pour N et M. Burnouf et Lassen purent déchiffrer de leur côté, en grande partie indépendamment l'un de l'autre, mais en constant échange, environ un autre tiers des caractères cuniformes. La découverte par Lassen que certains signes consonantiques n'apparaissent que devant I ou U fut d'une importance primordiale. De ce constat, plusieurs chercheurs en conclurent à juste titre, vous avez les noms, Hinks, Rawlinson et Oppert, qu'une voyelle doit être inhérente à ces signes consonantiques. De fait, sur les 36 signes phonétiques que contient l'écriture cuniforme vieux perse, 3 sont des caractères purement vocaliques, A, I et U, et en outre, il existe 22 signes consonantiques qui, selon leur position, sont de pures consonnes sans valeur vocalique, notamment en position préconsonantique ou finale, ou qui contiennent un A inhérent. Autrement dit, le signe pour B peut désigner tout aussi bien la consonne pure B que la syllabe ba. Et enfin, pour terminer, il existe aussi 4 signes consonantiques avec un I inhérent et 7 avec un U inhérent. De plus, Oppert, que j'ai mentionné tout à l'heure, avait vu que les nasales N et M en position préconsonantique ne sont généralement pas notées et que les diphtongues sont notées par un I ou U après une consonne avec A inhérente, de sorte qu'elles sont parfois impossibles à distinguer de voyelles pures. Outre les manuscrits de l'Avesta apportés en Europe par Anquetil du Perron, les savants disposaient dorénavant d'autres inscriptions et ne dépendaient plus uniquement des copies réalisées par Niebuhr. Cependant, l'ensemble du corpus épigraphique connu au moment du déchiffrement partiel par Grotefend fut éclipsé quelques décennies plus tard par la découverte de la grande inscription trilingue de Darius Ier, mentionnée au début. Jeune soldat de la Compagnie des Indes orientales, le Britannique Rawlinson avait appris, parmi d'autres langues,
Le persan, lors de son service chez les grenadiers à Bombay, grâce à ses connaissances linguistiques et à d'autres atouts, il fut sélectionné pour servir en Perse en 1835, où il fut affecté comme conseiller du frère du Shah, alors gouverneur de la province du Kermanshah. Là, il apprit l'existence d'une inscription imposante accompagnant un relief monumental sur la paroi rocheuse de Bizotoun, à 35 km seulement à l'est de la ville de Kermanshah, le long de la route caravanière en direction de Hamadan. Dans des conditions rocambolesques, il réussit, entre 1835 et 1837, à copier des parties essentielles de la version vieux perse de l'inscription, qui était gravée sur une surface préparée du rocher en saillie, à plus de 60 mètres au-dessus du sol. Pour son entreprise audacieuse, il n'avait pas beaucoup plus d'autres moyens à sa disposition que quelques échelles, des piquets en bois et des cordes. Bien que plusieurs décennies se fussent écoulées depuis la réalisation de Grotefend, Rawlinson semble n'avoir eu qu'une connaissance superficielle du travail du jeune Allemand. Dans ses mémoires, Rawlinson admet avoir su que Grotefend avait réussi à déchiffrer les noms de quelques souverains achéménides, mais depuis son isolement à Kermanshah, il n'avait pas d'accès direct à son travail, qu'il ne connut par le biais du récit de voyage de son compatriote Robert K. Porter, publié en 1821. Lorsque Rawlinson envoya un premier rapport préliminaire avec le texte et la traduction des 2 premières sections de l'inscription à la Royal Asiatic Society, le jour du Nouvel An 1838, il s'avéra rapidement qu'il avait au fond réitéré le travail de Grotefend, en grande partie indépendant de celui-ci. Lui aussi avait reconnu les noms de Xerxès et de Darius, ainsi que le mot pour roi. Dans les années suivantes, il prit également connaissance des travaux de Lassen et Bournouf sur l'avestique. Lorsque Rawlinson produisit finalement une édition complète et définitive du texte de la version vieux perse de l'inscription en 1847, il ne put que constater que tous les caractères cuniformes qu'il avait déchiffrés, à l'exception de 2 signes pour mu et nu, au fil des ans, dans sa servitude comme consul général à Bagdad, ce qu'il était devenu entre-temps, avait déjà été reconnu par d'autres savants européens. Cependant, cela n'enlève rien à sa réussite tout aussi excellente. Après que Julius Oppert, né de parents juifs à Hambourg et installé à Paris à l'âge de 23 ans, où il avait adopté la nationalité française sous le nom de Jules Oppert, eut identifié le caractère pour la dans 4 noms d'origine étrangère en 1851, le déchiffrement de tous les caractères phonétiques du cuneiforme vieux perse pouvait être considéré comme complet. Bien qu'il ne s'agisse que de la variante la plus simple des 3 systèmes d'écriture cuneiforme employés à Bizotoun, son déchiffrement a sans le moindre doute ouvert la voie au déchiffrement des écritures de l'élamite et des néo-babyloniens achéménides. Cela ne doit toutefois pas être interprété comme signifiant que l'écriture vieux perse avait résulté d'une évolution à partir des 2 autres formes, car elle constitue une invention entièrement indépendante. Grotefend avait déjà échoué à déchiffrer l'écriture cuneiforme néo-babylonienne, et Rawlinson, qui avait copié la version néo-babylonienne de l'inscription de Bizotoun en 1847 et qui publia 4 ans plus tard, échoua de même, à son grand désespoir. Ce succès fut réservé à d'autres, en particulier à l'ecclésiastique irlandais Edward Hincks et à Jules Oppert. Mais ça, c'est une autre histoire dont vous reparlera après la pause déjeuner. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé, alors moi je suis un grand ignorant en vieux perse, et vous avez dit qu'il y avait des liens établis entre le sanskrit et le vieux perse. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît? Ce sont 2 langues indo-européennes qui appartiennent toutes les 2 à la branche indo-iranienne. Et peu à peu, on avait découvert qu'il y avait qu'elles étaient très proches l'une de l'autre. D'accord, ok. Merci. Nous avons le temps peut-être pour une autre question. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus
sur l'aventure de Rawlinson, parce que ça paraît absolument extraordinaire la façon dont il est arrivé à relever toutes les inscriptions sur cette falaise incroyable de Bisoutoun. Alors, il y a des récits, effectivement, sur l'aventure de Rawlinson. Apparemment, il a exagéré un peu sur la dangerosité de la chose. C'est-à-dire, il s'est laissé... il a pris des échelles et à partir du haut de la falaise, il s'est laissé descendre à des cordes pour pouvoir regarder de près l'inscription. Mais apparemment, ça a été moins dangereux qu'il ne l'a dit. Il en a rajouté une petite couche dans ses mémoires. Alors, merci Philippe. Alors nous nous retrouvons à 14h30 pour la Mésopotamie. La transition a déjà été amorcée. Et puis, plus généralement, pour le déchiffrement au Louvre, quelques histoires de personnes et d'objets dans les domaines assyriens, élamites, ougaritiques et à nouveau égyptiens.